Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Tung et effectivement, comme Mélodie l'a très bien présenté, j'ai fait mon stage l'année dernière de fin de master. J'ai fait mes études à Strasbourg et je suis économiste et économètre de formation. Et j'ai fait mon stage donc, à la direction de la prospective, un stage encadré par Michel Salofcost et James Boyer qui a parlé tout à l'heure. Et donc moi, depuis octobre cette année, je suis doctorante au BETA, comme Jude, à l'Université de Strasbourg et donc en codirection avec l'Université catholique de Lille. Et donc c'est grâce en fait à ce stage l'année dernière que j'ai commencé à apprendre, à comprendre les écosystèmes d'innovation. Et j'ai commencé à m'intéresser en fait aux interactions dans les écosystèmes d'innovation. Thème sur lequel j'ai fait mon mémoire l'année dernière et d'ailleurs qui complémente beaucoup la thèse de Jude. Et donc, je m'intéresse à ce sujet qui est les relations complexes et bilatérales entre les universités et les industries. Donc, c'est la première fois que je montre ce titre publiquement. Donc, je vais essayer de l'expliquer le mieux possible et comment j'en suis arrivée à là. En fait, pourquoi déjà s'intéresser aux universités et aux industries? Déjà, en fait, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on étudie les écosystèmes d'innovation, un aspect qui est important et donc vital à l'existence de ces écosystèmes, c'est les relations entre une diversité d'acteurs. Donc, en fait, les interactions sont un élément clé des écosystèmes d'innovation qui permettent en fait de co-créer de la valeur, comme ça a été mentionné dans les présentations précédentes. Et donc, ces relations, elles peuvent être complexes. Et moi, je m'intéresse en fait particulièrement à deux acteurs dans cet écosystème qui sont les universités et les industries. Et oui, j'avais mis cette fleur parce que c'est pas exactement un écosystème d'innovation locale, mais c'est l'écosystème des pôles de compétitivité. Et en fait, c'est pour montrer que les organismes de recherche, donc les universités qui en font partie, et les entreprises, donc que ce soit des PME, des grandes entreprises, innovantes, en fait, sont des acteurs majeurs et très importants pour la compétitivité d'une région, en fait. Et donc, leur interaction est vitale à l'écosystème. Donc, les universités, ça fait partie du domaine de la science, en fait. Ça fait référence effectivement aux universités, mais aussi aux organismes de recherche publics non universitaires, comme par exemple le CNRS. Et les industries, bien sûr, constituent donc les entreprises petites, moyennes ou grandes entreprises qui sont donc innovantes. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont importants. C'est plutôt on appelle ça des organisations intermédiaires, mais ça peut être en fait soit des organismes, soit des structures, et qui en fait apparaissent aussi finalement dans cette fleur. Si vous voyez, c'est valorisation et recherche contractuelle, incubateurs. Ce sont en fait des dispositifs qui permettent de faciliter les interactions entre les universités et les industries qui sont des acteurs très, très différents. Et on peut avoir, donc comme là, c'est écrit incubateur, mais il y a aussi d'autres. Il y a les SAT, qui sont les offices de transfert de technologie. D'une certaine manière, les pôles de compétitivité aussi. Et comme vous l'a montré Jude, il y a plein de structures du middle ground qui permettent de faciliter les interactions. Donc, les universités et les industries interagissent. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment on en arrive à étudier la complexité de leurs interactions, je vais vous donner un peu une perspective historique, donner une brève histoire en fait, des interactions entre les universités et les industries, parce que c'est vrai qu'elles interagissent, mais elles n'ont pas toujours interagi, elles n'ont pas toujours collaboré ensemble. Et en fait, la prolifération de leurs interactions est due à la mise en place, à la mise en œuvre de nombreuses politiques et dispositifs incitatifs qui ont suivi différentes logiques d'innovation. En fait. Le tout début des interactions entre les universités et industries date du 19e siècle. C'était des industries, des scientifiques en chimie en Allemagne qui ont commencé à interagir un peu avec les industries.
Donc, ça restait quand même de manière assez informelle. Et il y a un événement qui est très important et qui date voilà, un peu de l'après-guerre, c'est le rapport de Vannevar Bush, en fait, de 1945. Vannevar Bush était l'ancien conseiller scientifique de Roosevelt aux États-Unis à ce moment-là. Il travaillait pour l'Office de la recherche scientifique et de développement. Et en fait, il a écrit un rapport qui a structuré toutes les politiques et les mécanismes de l'organisation scientifique, en fait, et qui promulguait une séparation donc stricte de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Et pour donc Bush, la recherche fondamentale doit rester pure et donc intouchée par la recherche appliquée. Et en fait, cette vision-là a été imposée pendant très longtemps et donc a beaucoup influencé la manière dont les universités et les industries interagissaient ensemble. C'est-à-dire qu'elles n'interagissaient pas vraiment, en fait. Et c'est ce modèle-là qu'on appelle le modèle d'innovation linéaire, qui fait qu'il y a pu y avoir plusieurs critiques qui ont été faites, notamment parce que on a dit que les universités restaient dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire et qui donc étaient déconnectées des enjeux, on va dire, sociétaux. Donc une deuxième date très importante et qui en fait a apporté un nouveau paradigme dans l'organisation de la recherche, c'est le Bayh-Dole Act en 1980. Donc les deux, en 1945 et 1980, c'est deux dates qui sont aux États-Unis. Il faut savoir, je ne l'ai pas détaillé, mais les interactions entre université et industrie sont de manière plus générale plus importantes en fait aux États-Unis qu'en Europe. Et donc c'est pour ça que ces deux dates-là sont mentionnées, mais c'est uniquement pour les États-Unis. Et ce Bayh-Dole Act, en fait, a favorisé des activités commerciales qui sont en fait des activités de transfert de technologie qui vont de l'université aux industries. Donc, par exemple, on a les brevets, les activités de licensing. On a aussi des activités entrepreneuriales des universitaires telles que la création de start-up ou encore la mobilité du personnel. Et en fait, ces interactions, elles vont s'inscrire dans une logique de valorisation de la recherche, hein, puisque la recherche va être donc commercialisée en forme de brevet ou en forme de licensing pour qu'elle soit transformée en innovation. Et donc, cette logique-là a dominé et domine encore le contexte des interactions entre les universités et industries. Donc là, en fait, on a commencé à avoir des interactions et que, évidemment, il ne faut pas séparer les deux secteurs. Et ça s'explique notamment par deux phénomènes. C'est donc il y a une petite faute là, c'est cadran de Pasteur, pas cadran de Pasteur, de Stokes en 1997, qui nous explique qu'en fait, il y a plutôt une complémentarité entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Et donc, c'est vraiment la recherche à la Pasteur, en fait. Pasteur, avec ses recherches, il a mené de la recherche fondamentale, mais qui, finalement, a donné des applications. Et donc, il n'y avait pas de séparation pure comme, donc là, le cadran en haut à gauche, ça serait de la recherche fondamentale pure. Et en bas, donc à droite, ça serait de la recherche appliquée. Un autre phénomène qui s'est développé, c'est le phénomène qui s'appelle la troisième mission, qui a eu un impact sur le rôle des universités, développé par Hetzkowitz et Leidesdorf. En fait, les universités, elles doivent aller au-delà de leurs activités de recherche et d'enseignement. Elles se doivent d'avoir donc une troisième mission, et c'est d'avoir un impact et de contribuer à la société. Donc, on comprend pourquoi le Bayh-Dole Act et donc les activités de transfert et technologie permettent de mieux contribuer à la société en développant des nouvelles innovations avec l'industrie. Et enfin, des années 80 et surtout depuis les années 2000, on est encore passé à un nouveau paradigme d'innovation qui est, on va dire, le modèle d'innovation non linéaire dit interactif et ouvert. Donc, ce passage il a été marqué par plusieurs travaux. Il y a le modèle interactif d'innovation de Klein et Rosenberg. On a Mode 2 de Gibbons, Triple Helix ou encore l'innovation ouverte de Chessboard.
Et avec ça, on a en fait le contexte qui fait que alors, la mondialisation, la concurrence mondiale et la prolifération des technologies, de l'information et de la communication font qu'on a des économies de plus en plus fondées sur la connaissance et ça crée une explosion de richesse et de complexité qui doit bien sûr être considérée pour garantir le succès de l'innovation. Donc c'est dans ce contexte que en fait, l'innovation devient très interactive et collaborative, souvent multidisciplinaire. Et le contexte avait transformé un peu la nature de l'innovation. Elle devenait beaucoup plus interactive, collaborative, enfin, c'est ce qui est écrit là ici. Et que ce changement marquait l'existence d'interactions collaboratives plus intenses, bidirectionnelles, plus variées et plus complexes. Donc la question qui se pose, c'est en fait comment faire en sorte que nos deux acteurs qui sont très différents puissent collaborer et mutuellement s'apporter à long terme. Donc c'est là qu'on commence à rentrer un peu dans mon sujet de thèse, c'est qu'en fait pendant longtemps, comme je vous l'ai expliqué un peu historiquement, c'est qu'on considère les interactions entre les universités et les entreprises comme un processus linéaire où on a la recherche fondamentale d'un côté et la recherche appliquée, et surtout un processus unilatéral. Hein. En fait, c'est un transfert de technologie, donc ça veut dire que ce passage de connaissances, il va de la science à l'industrie, alors qu'en réalité, les relations sont beaucoup plus complexes que ça. Ce sont des relations avec des acteurs à profils très différents, effectivement, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs ou qui n'ont pas d'objectifs complètement définis. Donc ça, c'est important de comprendre que ces acteurs très différents, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, effectivement, et que ce sont des interactions de dimension formelle et informelle, d'une très grande variété, qui peuvent être complémentaires ou substituables et qui peuvent évoluer dans le temps. Et encore plus important, c'est que ce sont des interactions qui peuvent être mutuellement bénéfiques. Donc, en fait, l'adoption d'une perspective mutualiste, c'est ce que mentionnait en fait James aussi tout à l'heure, c'est que ça rend plus complexe le rôle joué par les universités. Donc, ce n'est pas seulement des producteurs de connaissances, hein, mais c'est des acteurs qui sont bénéficiaires aussi de l'écosystème. Donc ça, c'est une idée importante et que je voudrais développer dans ma thèse. Et juste pour vous donner, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ce que vous voyez là, c'est un tableau qui résume un peu les différentes interactions, les différentes dimensions qu'on retrouve dans les interactions pour montrer la complexité. Donc, par exemple, il y a le type des interactions. Vous avez, par exemple, donc les interactions traditionnelles, hein, désolé le tableau en anglais, l'enseignement, la recherche, le fait d'avoir de nouveaux étudiants, les conférences de publication. Mais on a aussi donc, des activités plus commerciales comme les brevets ou les technologies. Et voilà, on a ces interactions qui s'appellent les relations bidirectionnelles, hein, qui sont par exemple la recherche conjointe ou alors la participation dans des réseaux, dans des parcs d'innovation. Et c'est très intéressant de voir que la direction en fait, du transfert de connaissances elle peut être bidirectionnelle. Pour les trois premiers, c'est unilatéral. Dans une moindre mesure, ça peut être bidirectionnel pour le commercial, mais c'est bidirectionnel pour la recherche conjointe. En fait, chaque acteur, il trouve son compte et c'est ça qui est intéressant pour nous. Et un point qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que les interactions personnelles sont importantes tout au long du processus et qu'elles sont pas forcément durables selon le type d'interaction. Et par exemple, pour bidirectionnel, il est très important d'avoir des interactions tout au long du processus pour permettre une collaboration de long terme. J'avance un peu parce que je vois que mon temps est déjà passé, mais les objectifs de ma thèse sont donc les suivants. Déjà, de un, comprendre la complexité et le processus dynamique des interactions. Donc, c'est de discuter conceptuellement les différentes dimensions de chaque interaction, comme je l'ai déjà un peu fait là dans ce tableau, et comprendre leur impact sur les universités et les entreprises. Donc, quels sont les bénéfices apportés en fait? Est-ce qu'il y a une augmentation de la productivité en termes d'innovation pour les entreprises? Est-ce qu'il y a une augmentation de la productivité en termes de performance académique? Est-ce que les scientifiques vont plus publier après les interactions? Voilà les questions que je me pose. Et donc, pour la méthodologie, rapidement, ma thèse va se découper donc en 4 chapitres.
le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est déjà un peu ce que je vous ai présenté un peu de manière très rapide. Voilà, une approche historique, comprendre les motivations, le contexte. Et puis, le chapitre 2, c'est la discussion conceptuelle. Donc là, il faudra développer des modèles. Et pour les 2 derniers chapitres, qui seront en fait des chapitres qui seront économétriques, analyse empirique quantitative et une analyse empirique qualitative, qui permettront de valider en fait les hypothèses développées. Et donc moi, je m'intéresserai et je m'intéresse à 3 terrains, qui est Eura Santé, voilà, ça a déjà été présenté dans les présentations d'avant, BioHealth Capital et le parc d'innovation de Strasbourg. Ce sont 3 parcs d'innovation qui sont spécialisés dans le domaine de la santé, de la biotechnologie, dans une moindre mesure l'environnement aussi. Et elles ont, ces 3 parcs ont des particularités bien précises. Et surtout, BioHealth Capital est un parc d'innovation qui se trouve aux États-Unis. Donc, c'est intéressant aussi de comprendre quelles sont les différences, en fait, tout simplement culturelles et régionales. Et ce qui est intéressant aussi, et je m'arrêterai là, c'est que le parc d'innovation de Strasbourg est en plein essor, en fait, et énormément de dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour faciliter les interactions entre les 2 acteurs. Et ça serait très intéressant, du coup, de pouvoir interviewer les personnes au début du processus et à la fin pour voir quels sont les dispositifs qui ont pu faciliter l'interaction, en fait. Et dans quel ordre, quelle a été la dynamique, etc. Donc, voilà un peu où j'en suis et je serais ravie donc, de discuter avec certaines personnes pour la suite.